Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Au Mali, plus de 1400 personnes sont décédées en 2021 suite au paludisme. 34% des consultations dans les établissements de santé concernent cette maladie. Ces chiffres ont été annoncés par le Programme national de lutte contre le paludisme en marge à la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, couplée au lancement de la Semaine nationale de lutte contre le paludisme au Mali. Où en sommes-nous avec l'arrivée du vaccin anti-palu annoncé par les autorités sanitaires en septembre dernier? Comment faciliter son accès à la population? Pourquoi le palu tue tant au Mali et en Afrique? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons autour de la table 4 personnes. Dr Mahamadou Magassa du Programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Professeur Issaka Sagara du Centre de recherche Ogobara Dumbo. Dr Mamadou B. Koulibaly, pharmacien biologiste et directeur adjoint du MRTC. Amadou Djarisso de la FENASCOM, Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question sera pour Dr Magassa. Au regard des chiffres, le palu a régressé au Mali ou le taux a augmenté? Merci pour la question. Je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs du studio Tamani ainsi que les responsables du studio. Alors, par rapport à la lutte contre le paludisme, nous pouvons dire que la lutte a progressé parce que d'année en année, nous enregistrons des progrès considérables. Si on considère les statistiques de l'enquête démographique et de santé ainsi que les données de l'enquête sur les indicateurs du paludisme. En tout cas, de 2015 à aujourd'hui, nous enregistrons des progrès à la matière parce qu'on a quitté le taux de 36% en 2015 pour nous retrouver à 18% de taux de prévalence en 2018 et en 2019, en 2018 et en 2021. Donc ça veut dire que la lutte est bien menée de manière générale. Alors, mais si on compare la situation de 2020 à celle de 2021, nous avons noté une augmentation des cas confirmés de paludisme. Voilà, cette augmentation peut être expliquée par les perturbations connues par les services de santé dues vraiment à la pandémie de Covid-19. Donc les perturbations dues à la pandémie, c'est-à-dire que c'est les médicaments anti-palu qui n'étaient pas arrivés à temps? Non, les médicaments étaient arrivés à temps. Voilà. Et compte tenu de la peur que certaines populations avaient, en tout cas, il y a beaucoup de malades qui avaient peur d'aller dans les formations sanitaires, de peur d'être diagnostiqués malades atteints de Covid. Parce qu'autour de Covid, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de peur. Voilà, donc beaucoup de malades avaient peur d'aller dans la fonction sanitaire parce qu'en cas de diagnostic de Covid, souvent il y a la peur qui entoure cette maladie. Voilà. Ce que je vais ajouter est que le paludisme constitue le premier motif de consultation dans nos formations sanitaires. Voilà, donc, le paludisme représente 34% des motifs de consultation dans les formations sanitaires. Mais au-delà de ces consultations, je pense qu'il y a les campagnes saisonnières également qui se faisaient. Est-ce que la maladie, la pandémie Covid-19 a joué sur ces campagnes-là également? Par rapport à la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, on a pu mener les activités comme prévu. Voilà. Mais en 2021, compte tenu, c'est sûr que ça a un lien avec la situation de Covid. Voilà. Et par rapport à l'insuffisance des ressources financières, voilà, certains districts du pays n'ont pas abrité cette campagne, faute de ressources financières. Voilà, parce que il y a des districts qui devaient être pris en charge par l'État.
compte tenu du retrait de certains partenaires, donc ces districts ont connu des difficultés pour mobiliser à temps les ressources pour pouvoir mener la campagne. Monsieur Sagara, peut-on savoir les localités les plus touchées par cette maladie? Bien, merci bien encore Madame Maïga, et merci également à toute la station radio Toumani. Tamani, j'allais dire. Donc, Studio Tamani, j'allais dire. Donc, pour répondre à votre question, oui. Rapidement, pour vous dire que le paludisme varie en fonction des lieux et en fonction de la saison. Donc ça, c'est vraiment pour vous résumer. Ça veut dire que quand vous êtes dans une zone, le taux de paludisme diffère quand vous êtes dans une autre zone. Et aussi, ça va différer pendant la saison également. En saison sèche ou au milieu de saison de pluie ou en fin de saison de pluie. Donc le paludisme diffère en fonction de la saisonnalité et du lieu. Ça, c'est d'abord rapidement pour vous dire. Maintenant, pour être plus précis, alors, vers quelle zone il y a beaucoup plus de paludisme? Avec le programme national de lutte contre le paludisme, nous avons fait ce qu'on appelle la stratification du paludisme du niveau national. Et donc, quand nous avons fait cette stratification, nous avons eu 4 strates. Dans les 4 strates, nous avons ce que nous avons parlé de la zone à forte transmission de paludisme, qui sont essentiellement au sud et centre. Maintenant, la deuxième, nous avons dit comme une zone à transmission modérée. Et celle-là, c'est essentiellement au niveau également des zones du centre du pays. Maintenant, il y a les zones qu'on a appelées faibles et très faibles. Ça, c'est les zones du nord du Mali et le district de Bamako. Voilà un peu pour vous dire, le paludisme diffère en fonction des lieux. Ça diffère en fonction des lieux, mais les localités les plus touchées alors? Les localités les plus touchées, je disais, c'est le sud et le centre. Par exemple, les fortes transmissions de paludisme, le sud, ça veut dire que presque toute la région de Sikasso est concernée. Le centre, par exemple, dans ce que je cite, Banyangara est concerné, vous voyez. Et ça, c'est parmi les fortes transmissions de paludisme. Voilà. Mamadou B. Koulibaly, vous êtes pharmacien biologiste, chercheur également et directeur adjoint de l'AMRTC. Peut-on savoir les causes du palu? Alors, je joins ma voix à mes prédécesseurs pour remercier Studio Tamani et aussi remercier nos téléspectateurs et nos auditeurs. Et merci de m'avoir invité sur le plateau. Alors donc, je voudrais d'abord commencer par rectifier mon affiliation. D'accord. Je suis le directeur adjoint du département d'entomologie du MRTC et non le directeur adjoint du MRTC. Donc, merci pour la question et ça me permet de lever quelques équivoques. Aujourd'hui, le paludisme est causé par un parasite qu'on appelle Plasmodium. Je sais que c'est un terme technique, mais c'est un parasite qui est la cause de cette maladie. Maintenant, comment est-ce qu'une personne saine obtient ou contacte la maladie? Ça, c'est à travers la piqûre d'un moustique. Et un moustique du genre Anophèle. Et très généralement, j'entends dire que l'anophèle, c'est la femelle du moustique. L'anophèle n'est pas la femelle du moustique. Ah bon? On pensait tous que c'était ça. L'anophèle n'est pas du tout la femelle du moustique. L'anophèle est une espèce à part. Il y a l'anophèle femelle et il y a l'anophèle mâle. Donc c'est l'anophèle femelle qui, lorsqu'elle prend son repas sanguin sur quelqu'un qui est malade, qui a les parasites du paludisme, va ingérer le parasite et lors de son repas prochain, après 12 jours, elle devient aussi infectante. Et lors de son repas prochain, après les 12 jours, quand elle va piquer, elle va transmettre la maladie. Donc aujourd'hui, la seule cause de la transmission qui est connue, en tout cas après
les états cliniques qu'on peut dire aussi, la transmission placentale et autres là, mais c'est vraiment à travers le moustique. Ça, je voudrais que ça soit très, donc, très elle clair. n'est pas contagieuse. Elle ne se transfère pas de contact en contact. Il faut absolument le moustique. Si on sort du cadre de la transmission placentaire ou autre là, de la mère à l'enfant. Voilà, si on sort de ces cadres-là, la transmission la plus générale, c'est vraiment à travers le moustique. Et ce ne sont pas les mangues qui causent le palu, ce ne sont pas les œufs, et ce n'est pas non plus le maïs qui cause le paludisme. C'est l'anophèle femelle. Encore une fois, je répète, c'est l'anophèle femelle. On a l'habitude de dire dans nos sociétés, certes vous l'avez touché tout à l'heure, c'est pas le maïs, c'est pas les œufs. Est-ce que quand on a le palu, en tant que spécialiste, je dis quelque chose comme ça, c'est en mangeant ces nourritures-là, ça peut pas aggraver non plus? Cela est possible quand on est atteint par le parasite, puisque le parasite, il est aussi, les cliniciens sont là, ils peuvent confirmer. Le paludisme peut aussi atteindre le foie. Le parasite passe par le foie. Alors donc les aliments qui peuvent aussi rendre un peu difficile le travail de ces organes-là peut effectivement exacerber la maladie, mais encore une fois, la cause, c'est vraiment ce moustique-là qu'on appelle l'anophèle qui transmet le parasite. Monsieur Diarisso de la FENASCOM, comment s'organise la mobilisation sociale autour de cette maladie-là? Merci. Je joins ma voix à mes prédécesseurs pour remercier Studio Tamani et saluer également les téléspectateurs et puis les auditeurs. Au niveau de la mobilisation sociale autour de cette maladie, et comme vous le savez, notre système de santé est organisé sous forme pyramidale. Et le premier niveau de contact, c'est au niveau des CESCOM. Et ces CESCOM sont gérés par les ASACO, les associations de santé communautaires. Et ce sont ces ASACO qui s'organisent au niveau local pour assurer la mobilisation autour de la problématique de la maladie, comme vous venez de le dire, le paludisme, qui est récurrent dans notre pays. Et cette mobilisation se fait à travers plusieurs canaux, les canaux traditionnels, à travers, par exemple, les crieurs publics, et à travers les mosquées, et à travers des débats organisés au niveau des assemblées générales de ces associations de santé communautaire. Et l'autre chose également, l'autre rôle que jouent les ASACO, c'est elles ont été impliquées en son temps dans la distribution des moustiquaires imprégnés. Et ça aussi, les ASACO ont joué un très grand rôle. Ils viennent de le dire au niveau du BNLP. L'incidence du palu a régressé un tout petit peu entre 2018 et 2019. C'est lié à toutes ces actions qui ont été menées en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation et puis en termes même de salubrité, parce que aussi l'hygiène et la salubrité également fait partie du paquet d'activités des associations de santé communautaire. Vous venez de dire termes de salubrité, l'hygiène, tout ça. Est-ce dans vos constats, pourrait-on dire aujourd'hui que c'est une maladie négligée par la population également? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une maladie négligée parce que quand on regarde tout ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années à travers la création du programme, à travers le centre de recherche, nous pouvons dire que la population est très éveillée aujourd'hui, est conscient du danger de cette maladie, et surtout les femmes. C'est surtout les femmes. J'avoue qu'à chaque fois que nous visitons nos CESCOM, on se rend compte qu'il y a une grosse affluence. Et il y a également des activités d'IEC qui sont menées au niveau de chaque centre de santé. Information, éducation, communication. Et à travers ces activités également, les directeurs techniques de centre et leur personnel font passer des messages dans le cadre de la lutte contre le palu également. Professeur Issaka Sagara, comme je le disais dans l'intro, en septembre dernier, on annonçait l'arrivée prochaine d'un vaccin sur le marché. Et récemment également, dans les médias, on voit qu'au Mali, les essais cliniques continuent. Où est-ce que vous en êtes avec le vaccin? Merci pour cette question. Effectivement, comme vous l'avez dit, le vaccin est en voie
validé par l'OMS, comme vous l'avez dit, en octobre en réalité 2021. Et maintenant, il s'agit maintenant d'une question d'étape. Donc l'étape prochaine, donc, les firmes qui ont fabriqué ce vaccin doivent pouvoir maintenant avoir une quantité suffisante et en même temps, il faut s'organiser. Maintenant que l'OMS a validé, il faut maintenant produire en quantité et il faut organiser. Et qui parle d'organiser, il faut mettre tout le système en place pour la distribution. Donc c'est tout ça et il faut maintenant trouver aussi les moyens, il faut fabriquer maintenant le vaccin et c'est cette étape qui est juste attendue. Bien que vous avez vu que l'OMS a validé en 2021, mais il va falloir patienter. Donc en 2022, aucun pays n'en a eu. Simplement, c'est ce processus dont j'expliquais. Et donc ça, c'est en cours. Et dans l'espoir, nous pensons qu'en 2023, cette étape dont je fais allusion va compléter encore pour certains pays. C'est sûr que ce n'est pas tous les pays qui ont le paludisme qui auront, en tout cas même pour 2023. Donc nous espérons être parmi ces pays parce que, ayant également participé à démontrer cette efficacité, nous avons l'espoir. En tout cas, le Mali, nous avons l'espoir qu'il sera parmi les premiers pays, en tout cas à pouvoir aussi bénéficier. Voilà. Mais ça ne va pas être tous les pays du monde en un coup. Mais au même moment, on parle de cette clinique, est-ce à dire qu'il y a des choses qui manquent à présent? Ah ben, vous dites effectivement, parce que tant que le paludisme n'est pas éliminé, la recherche va continuer. Ça, c'est d'abord, de manière générale, on doit le dire. Maintenant, ceci dit, le vaccin qu'on a, nous savons que c'est un vaccin en lui seul n'est pas suffisant pour aller vers l'élimination dont nous faisons allusion. Donc, il ne va pas suffire, ce vaccin, pour aller à l'élimination. Donc, vous comprenez un peu pourquoi les chercheurs continuent la recherche sur le paludisme dans tous les domaines, même pas seulement le vaccin, mais dans tous les domaines, y compris le vaccin. Et c'est pour ça, les jours passés, vous avez entendu une émission où nous avons fait un reportage sur notre travail qui continue sur d'autres types de vaccins. Aujourd'hui, là où je vous parle, nous avons environ 6 candidats de vaccins différents de vaccins qui est actuellement que l'OMS a homologué, qui sont en cours rien qu'au Mali. Et le Mali reste en tout cas l'épicentre de cette activité de recherche. Et là, qui parle de recherche, parle d'innovation, et c'est prendre le devant. Et c'est là, nous espérons, pour pouvoir effectivement accompagner cette élimination et qu'on appelle la deuxième génération de vaccins. C'est pour ça que nous travaillons pour accompagner l'élimination. Mais quel est le nom de ce vaccin déjà homologué par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? Quel est le nom donné à ce vaccin-là? RTSS. Le vaccin est appelé RTSS. C'est son nom commercial ou son nom scientifique? C'est le nom scientifique. Mosquirix, ça c'est le nom commercial. Mais maintenant, le nom scientifique, comme vous le dites, c'est RTSS. Voilà, Mosquirix qui reste le nom commercial. Monsieur Coulibaly, quel a été le rôle des chercheurs maliens dans ce vaccin-là? Est-ce que vous êtes intervenu dans l'élaboration de ce vaccin-là? À quel moment? Parce qu'il dit que c'est le fruit de plusieurs années de recherche, des collaborations. Je pense que d'autres pays également ont intervenu. Au niveau de votre centre, quel a été votre rôle? C'est le même centre, enfin, ah oui. C'est la même équipe qui fait ce travail-là. Okay. Voilà, donc dans les types de vaccins où l'aspect moustique est là, nous intervenons. Donc il y a des types de vaccins, par exemple, où l'efficacité est basée sur l'arrêt ou la coupure de la transmission. Donc là, dans ce type de vaccin, notre équipe d'entomologistes intervient. Donc sinon, c'est à peu près la même équipe. Il s'occupe Dr Sakara s'occupe de la parasitologie et de la clinique. Et moi, je m'occupe des moustiques et du parasite. Mais quand les essais cliniques se font, vous arrivez dans une localité. Comment vous faites aujourd'hui pour avoir l'aval des communautés sur place? Comment ça se fait? Alors, donc, dans le cadre des essais cliniques, on va dire, on va donner à César ce qui appartient à César. Dans le cas des essais cliniques, Dr Sagara est mieux placé pour répondre à cette question. Comme il est là sur le plateau, on va lui donner la question. Parce que souvent dans nos sociétés, les gens sont sceptiques, les gens ont peur par rapport à des essais cliniques. Comment vous faites? Merci pour cette question. Les essais cliniques
réellement suivent des procédures très rigoureuses et donc et des étapes encore. Donc la première étape, c'est la conception du protocole scientifique sans façon, c'est-à-dire de manière très rigoureuse. Une fois ceci fait, il faut que la réglementation donne son OK. À d'autres termes, il faudrait que le comité d'éthique indépendant du pays regarde les documents et donne une approbation indépendante. Et après cette étape, maintenant nous soumettons les protocoles d'études au ministère de la Santé. Et donc le ministère de la Santé donne et regarde et donne son approbation pour la conduite de l'essai clinique au Mali. Et après ça, nous demandons maintenant à la DPM de nous donner l'autorisation d'importer des produits de vaccins d'études. Et donc c'est après cette étape que maintenant nous y allons voir la communauté. Vous voyez déjà cette étape. Et quand cette étape est faite, et nous partons maintenant en ce moment voir la communauté après avoir eu toutes ces approbations. Et quand nous arrivons au niveau de la communauté, vous savez, ça dépend de quelle communauté nous avons affaire. Mais dans notre contexte, il faut forcément avoir une réunion, en tout cas une information pour la communauté. En l'occurrence, ce qu'on appelle les leaders communautaires. Le chef de village, le maire, les représentants des jeunes, les représentants des femmes. Nous tenons une réunion d'explication sur le contexte de l'étude. Et chacun peut nous poser les différentes questions. Donc, c'est comme il représente la localité ou le village. Et quand leur question, en tout cas, est répondue, c'est en ce moment seulement que maintenant, et ce n'est pas tout, nous finissons par avoir maintenant ce qu'on appelle le consentement éclairé individuel de chacun. Ça veut dire qu'on a un document à peu près de 12 à 15 pages sur lesquels chacun des parents des enfants va donner son consentement, et une fois qu'il donne son consentement, il va mettre son empreinte digitale s'il ne s'est pas signé, et ensuite on remet une copie de ce consentement aux parents, et nous on garde une copie pour notre archivage. C'est après ça seulement que nous pouvons commencer les études cliniques. Et vous direz combien de temps dans les localités? Ça dure combien de temps? Une année? Alors, un protocole d'étude, la durée dépend du contenu consigné selon la science. Donc, ça varie en général de 1 année à 2 ans. Ça dépend du type d'étude et de l'objectif de l'étude. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, si vous prenez site, parce que nous sommes dans certains sites, il y a plus de 20 ans. Maintenant, parce que ça veut dire que dans un des sites où nous sommes établis, parce que nous faisons des investissements, nous mettons des centres de santé, nous mettons des laboratoires, nous mettons tout un système pour bien mener les études directement sur le site. Et des sites comme ça, une fois construits, généralement, nous exécutons les différents protocoles dans les temps qui viennent dans la même localité. Docteur Magassa du PNLP, à quel moment vous intervenez dans ce processus-là avec le centre de recherche? En tout cas, c'est pour dire qu'avec le centre de recherche, nous sommes associés à l'ensemble de ce processus. Voilà, et on a aussi des cadres d'échange pour partager les niveaux d'avancement de la recherche. Voilà. Donc nous profitons de ces cadres-là pour partager les préoccupations, voilà, pour partager les nouvelles approches pour pouvoir accélérer le processus. Voilà. C'est pour dire que nous sommes en phase, nous, direction du PNLP et les équipes de chercheurs qui sont nos bras techniques à la matière. Voilà. On sait que dans la lutte contre le palu, plusieurs acteurs interviennent également. Vous avez les centres de recherche, vous avez des associations de lutte contre la maladie. Comment vous faites pour fédérer tout ce beau monde-là ensemble? Voilà, donc je disais tantôt, nous avons des cadres de concertation. Comme vous le savez, la lutte contre le paludisme, c'est une lutte multisectorielle qui fait intervenir plusieurs départements, en tout cas plusieurs sensibilités. Voilà, donc on a des cadres à ce niveau. Voilà, comme cadre, je peux citer le comité d'orientation, qui est un des organes qui dirige le PNLP. En plus de la direction du PNLP, il y a le comité d'orientation.
on a aussi des groupes techniques pour analyser, pour partager les avancées, surtout pour analyser les difficultés et faire des propositions de solutions. Parce que l'objectif de toutes les parties prenantes, c'est comment entreprendre, comment mettre en synergie nos actions pour accélérer le contrôle en vue de l'élimination du paludisme en 2030, comme le stipule la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme de l'Organisation mondiale de la santé 2016-2030. On sait qu'actuellement, le pays est dans une phase de crise. Vous avez tantôt parlé de la pandémie. Comment l'accès aux médicaments se déroule? Est-ce que l'accès aux médicaments, c'est facile pour les populations? Il y a assez de médicaments pour lutter contre la maladie là? Voilà. Dieu merci. Avec l'appui des partenaires, je profite de l'occasion pour saluer les partenaires techniques et financiers pour les efforts énormes qu'ils déploient au profit de la lutte contre le paludisme, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan financier. Par rapport à la disponibilisation des médicaments, il y a des difficultés, en tout cas compte tenu de la situation sécuritaire, compte tenu de la pandémie du coronavirus. Nous mettons à profit les organisations humanitaires, les ONG nationales ou internationales, pour pouvoir assurer l'approvisionnement des différents centres en médicaments et en tests de diagnostic. Donc nous collaborons également avec les responsables des communautés pour pouvoir assurer cette disponibilisation des intrants de prévention et de lutte contre le paludisme. Monsieur Diarisso, dans le cadre de la mobilisation sociale, est-ce que vous avez confronté à des difficultés? Oui, souvent, on a souvent quelques difficultés, notamment si je prends le cas, par exemple, au niveau des aires de santé, nous utilisons beaucoup les relais communautaires. La SACO utilise beaucoup les relais communautaires qui vont jusque dans les ménages pour aller sensibiliser. Il arrive des fois que l'accès au niveau de ces ménages souvent peut poser problème pour des questions religieuses, très souvent. Mais ceci étant, ces cas sont vraiment minimisés aujourd'hui. En dehors des relais également, nous avons également des ASC qui aussi participent au niveau de leur paquet d'activités. La sensibilisation des femmes enceintes, des enfants de 0 à 5 ans et d'amener les familles à utiliser les moustiquaires imprégnés. Et ça aussi, ça fait partie des activités de la SACO. En dehors de ces quelques petites difficultés, notamment l'accès au niveau de certains ménages, il n'y a pas trop de difficultés. S'agissant des médicaments, est-ce que on peut parler de gratuité de médicaments concernant certaines couches? Oui, la gratuité, c'est au niveau des enfants de 0 à 5 ans, il l'a dit. Et je pense qu'à ce niveau, le pays a pris une très bonne option. Et c'est pour cette raison, je dis, la synergie de l'ensemble de ces différentes actions a permis aujourd'hui de faire reculer l'incidence du paludisme dans notre pays. Et les chercheurs sont là, ils pourront la tester. Et aussi, l'utilisation des moustiquaires imprégnés à grande échelle aussi a permis de faire en sorte que nous avons pu lutter contre le palu et atteindre ce niveau assez bas de prévalence. Je vois que Magassa voulait réagir par rapport à... Voilà, par rapport à la gratuité, voilà, il a dit les enfants de moins de 5 ans, il y a aussi les femmes enceintes, voilà, par rapport au diagnostic et par rapport au traitement. Maintenant, par rapport à la prévention concernant les femmes enceintes toujours, il y a aussi la gratuité de la SP dans la formation sanitaire. Maintenant, comme on parlait de difficultés, il y a un aspect que je vais évoquer, c'est par rapport même au comportement de la population. Voilà. Sinon, aujourd'hui, les services de santé ont tout ce qu'il faut vraiment pour vaincre ce fléau-là. Voilà.
les médicaments sont disponibles, les agents sont formés. Voilà, les plateaux techniques sont là. Maintenant, le problème est que les populations ne fréquentent pas les centres de santé à hauteur de soins. Il y a aussi le retard par rapport à l'utilisation des services. Voilà. Parce que si les cas sont vus à temps, en assurant un diagnostic précoce, qui est disponible à tous les niveaux, même au niveau des sites ASC, voilà, on va empêcher l'évolution de la maladie vers les cas graves. Comme vous le savez, ce sont les cas graves qui entraînent la mort. Voilà. Il y a aussi un aspect par rapport à la prévention pour protéger la femme enceinte et son enfant. Les femmes enceintes utilisent les services de consultation prénatale tardivement, souvent. Alors que la femme a besoin d'un certain nombre de doses de SP pour pouvoir protéger elle-même, pour pouvoir protéger aussi le bébé. Voilà. Donc nous souhaitons que les femmes fréquentent très rapidement, à partir de la 12e semaine, la 13e semaine de la grossesse, il faut que les femmes établissent ces contacts avec les services de santé pour pouvoir assurer cette prévention avec la SP, voilà, jusqu'à l'accouchement. Voilà. La femme doit prendre la SP chaque mois, voilà, jusqu'à l'accouchement, avec un intervalle de chaque 4 semaines. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter comme difficulté. Voilà. Monsieur Koulibaly, je sais que vous travaillez en tandem avec le professeur Sagara. Le vaccin contre le palu dont il parlait, RTSS, si je ne me trompe pas, non commercial Mosquirix, j'y arrive. Est-ce que ce candidat vaccin est fait pour tout le monde? Est-ce que l'adulte comme la femme enceinte, la personne âgée ou encore l'enfant, tout le monde peut l'utiliser? Pour le moment, c'est pour les enfants de moins de 5 ans. J'espère que les études vont continuer pour voir comment étendre à d'autres âges. À votre niveau, les études sont à quel niveau pour les autres couches? Pour le moment, il est important qu'on boucle d'abord ce que nous avons. Et s'il y a d'autres études, en tout cas, ce qui est sûr, il y a des réflexions par rapport à ça, que ce soit ce type de vaccin, que ce soit un autre type de vaccin. Le but, ce n'est pas de s'arrêter à une seule tranche d'âge, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on peut faire pour avancer. Ce vaccin, par exemple, il est le fruit des Africains simplement, ou il y a des labos européens qui sont intervenus? Comment la collaboration s'est passée autour de ce vaccin-là? C'est vraiment des consortia. C'est des collaborations entre équipes du Nord et l'équipe du Sud. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'équipes qui sont impliquées. Et c'est assez important parce qu'on vient dans un consortium avec ses forces. Chacun amène ses forces dans un consortium. Donc ce n'est pas seulement les équipes africaines, et ça dépend du type de vaccin. Il y a des vaccins où nous sommes en collaboration avec les Américains. Il y a des vaccins où nous sommes en collaboration, des candidats vaccins, je veux dire, où nous sommes en collaboration avec des Européens, l'Angleterre par exemple, la France, voilà. Pourrait-on estimer aujourd'hui le taux d'efficacité de ce vaccin-là? Pour le moment, on parle de 30% de façon générale. Donc ça, c'est à un niveau assez important pour pouvoir être dans les programmes de vaccination. Et d'ailleurs, Dr Sagara l'a dit, il y a des partenaires qui sont prêts à faire la distribution déjà entre 2022 et 2025. L'Alliance pour le vaccin, par exemple, Gavi, et selon mes informations, va mettre en œuvre la distribution en Afrique subsaharienne pour les enfants de moins de 5 ans, ce vaccin RTSS-là, entre 2022 et 2025. Professeur Sagara, peut-on estimer aujourd'hui les coûts des recherches pour arriver à ce vaccin-là? Ça, c'est une question difficile à répondre. Mais ce que je peux dire, c'est simplement te dire que c'est des centaines de milliards. Et si on ne peut pas estimer le coût, est-ce qu'on peut savoir ce vaccin peut être vendu à combien? Non, juste pour te donner une idée, pourquoi ça coûte ainsi. Ce vaccin a commencé ses premiers développements dans les années 1970. Wow. Et vous comprenez, tout ce qui est recherche depuis la conception dans les années 1970 on est en train de dire la validation en octobre 2021.
avec tous ses partenaires impliqués. Et ça ne peut que coûter que des milliards de francs CFA. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est très coûteux et ça prend beaucoup de temps pour développer de vaccins. Alors, le vaccin dont on vient de parler, Mouskeri, c'est efficace à 30%. Est-ce qu'aujourd'hui, ce vaccin-là sera vendu? Si oui, à combien ou comment faire pour avoir accès à ça? Alors, vous savez, la notion de gratuité, il faut relativiser. Il n'y a pas de gratuit, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui paye. Donc, dans l'espoir, quand il disait Gavi, c'est voilà, un service qui va aider à rendre un des services disponibles. Donc, soit la distribution, soit payer le vaccin, et soit les deux. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, au laboratoire qui en fabrique, alors, généralement, il faudrait en payer. Donc, maintenant, il faut que quelqu'un trouve pour payer. Donc, c'est ce que je vais ajouter en disant que ça dépend. Et quand des produits comme ça viennent, l'essentiel pour des produits efficaces, comme le vaccin et même comme les médicaments, le problème n'est pas réellement tant le coût. Et réellement, on veut l'efficacité. Quand il y a l'efficacité, généralement, on trouvera quelqu'un, y compris le pays, va s'en occuper. Vraiment, c'est ce qu'on veut, je vais dire. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste juste quelques minutes avant de clore cette émission. Merci. Avant que l'émission ne soit close, j'aimerais quand même prendre juste une minute pour parler d'autres types d'innovations, parce qu'on a beaucoup parlé de vaccins. Et maintenant, du côté du moustique aussi, et des vecteurs, il y a aussi quelques innovations qui sont en œuvre et qui sont aussi dans le pipeline de la recherche. Et un premier exemple d'innovation, c'est par rapport aux moustiquaires imprégnés. Les moustiquaires imprégnés, dans le temps, c'était une seule molécule d'insecticide qui était dedans. Donc maintenant, nous sommes en train, il y a des moustiquaires qui ont la molécule d'insecticide, plus un autre élément chimique qui va casser la résistance si toutefois les moustiques ne sont plus tués par l'insecticide seul. Dans le pipeline de la recherche, nous avons d'autres types de moustiquaires où on va ajouter cette fois-ci un autre insecticide. C'est deux insecticides qui vont avoir des modes d'action différents. Donc là aussi, ça permet de juguler la résistance, là, ces phénomènes qui permettent aux moustiques de ne plus être tués par les doses normales d'insecticides. Et un autre exemple, de très bons exemples de recherche en cours. Le premier, c'est les moustiques génétiquement modifiés. Et il s'agit d'utiliser les moustiques contre eux-mêmes. Il y a beaucoup d'approches. Je vais juste prendre une seule approche. Et il s'agit de modifier les moustiques et lâcher un mâle modifié dans la nature. Ce mâle modifié, lorsqu'il copule avec une femelle, il n'y a pas de progéniture. Donc, l'effet, c'est de réduire la population de moustiques et du coup, réduire la maladie avec. Donc là, c'est un aspect. Un second aspect de nouveauté, c'est les pièges attractifs toxiques. Ça, ce sont des pièges qui sont installés, qui vont attirer les moustiques et ils vont les tuer. Je vais terminer par juste le dernier exemple que je vais donner. Et encore une fois, Dr Sagara et moi-même, nous sommes impliqués dans ce dernier exemple-là, ensemble. C'est l'utilisation des répulsifs spatiaux. En français facile, c'est quoi? En français facile, exactement. En français facile, c'est un élément chimique qu'on incorpore dans un support, ça peut être un support plastique, et on place l'ensemble dans une chambre. Et ça lâche l'élément chimique progressivement et ça permet de chasser les moustiques de votre chambre. Et cela donc permet de couper encore le pont entre l'humain et les moustiques. Du coup, la transmission est arrêtée. Et nous sommes avec CRS, Catholic Relief Service, dans ça. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui sont... Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Sinon, il y a beaucoup quand même que j'aimerais exposer ici par rapport aux innovations. Et surtout que c'est un des thèmes de la journée, de la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme et de la semaine nationale de lutte contre le paludisme au Mali. Alors, il nous reste, je pense, 4 petites minutes avant de clore cette émission, le temps de faire un dernier tour de table avec la même question. Je vais commencer par M. Diarissou. Comment venir aujourd'hui à bout de cette maladie-là dans le pays? Par où faudrait-il commencer? C'est intensifier toutes les actions qui sont en cours
y compris les innovations dont Coulibaly vient de faire cas, et aussi intensifier la sensibilisation en direction de la population pour qu'elle puisse comprendre qu'il y va de la survie de la population et qu'une fois que cela est compris, dormir sous moustiquaire imprégné va être le quotidien de tous les Maliens en ce moment. Aussi, les campagnes de chimio-prévention et cette campagne également est bien comprise aujourd'hui par la population parce que nous accompagnons le PNLP dans le cadre de ces campagnes chimio-prévention. Je pense que la synergie de l'ensemble de ces actions, en les amplifiant, va nous permettre carrément d'indiquer ce mal qui nous a coûté tant. Monsieur Magassa, la même question. Comment venir à bout de ce mal-là? Voilà. Pour venir à bout de ce mal-là, il faut un engagement de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des communautés en faveur de l'application des mesures de prévention et de lutte. Ce sont des mesures qui ont été prouvées scientifiquement, très efficaces. Là, on parle de vaccin, il sera la bienvenue, mais il ne va pas remplacer les stratégies efficaces en cours. Il va agir en complément des stratégies qui sont en cours. Il faut mettre l'accent sur la bonne utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à tout moment, à toutes saisons. Et ça concerne toute la population. Des efforts aussi doivent être faits à l'endroit de l'assainissement du milieu. Parce que la prolifération, c'est à travers les gîtes, voilà, les récipients, les pneus, voilà, les trous. Voilà. L'aérophère profite de ces milieux-là, en cas de pluie, pour pondre ses œufs. Dr Coulibaly a bien expliqué. Aussi, il faut une révolution par rapport à l'utilisation des services de santé. Il faut que dès les premiers symptômes, les malades soient vus. Les parents amènent les malades dans la formation sanitaire pour que le diagnostic soit fait rapidement pour un traitement précoce. Aussi, l'intervention dont on ne dirait jamais l'importance, la chimioprévention du problème saisonnier, CPS, qui est organisée chaque année pendant l'hivernage. Voilà. Il faut que les parents d'enfants, les gardiens d'enfants, appliquent les directives. Parce que la première dose est donnée par les administrateurs, les médicaments. Maintenant, les deuxième doses et troisième doses, ce sont les parents qui doivent donner. Voilà. Donc les constats qui ont été faits montrent qu'il y a des parents qui ne donnent pas correctement ces doses-là. Alors que si l'enfant ne reçoit pas les doses pour les 3 jours, voilà, l'efficacité attendue ne sera pas atteinte. Donc, dans les zones où on organise la pulvérisation intradomiciliaire également, il faut que les populations adhèrent à cette stratégie aussi qui est vraiment efficace. Voilà. Merci beaucoup. Il faut intensifier les activités d'information et de sensibilisation à travers les canaux modernes et traditionnels. Monsieur Coulibaly, comment faire aujourd'hui pour réussir la lutte contre le palu? Et merci pour la question. En tout cas, en addition à tout ce que je viens d'entendre, je peux ajouter une approche multisectorielle avec tout le monde. L'agriculture, l'environnement, vous l'avez touché, on n'a pas eu le temps d'en discuter aujourd'hui. Et je vais aussi mettre l'accent sur le financement. Et souvent, il peut paraître peut-être assez inconsidérable ce qu'on met dans le paludisme, mais vraiment, ce qu'on met dans le paludisme est très négligeable par rapport à ce qui est connu comme besoin. Donc, financement aussi pour la recherche, l'innovation et la mise en œuvre des stratégies avancées. Professeur Sagara, je pense que vous allez abonder dans le même sens. Financement également pour les recherches, c'est ça? Au-delà, oui, financement comme il a dit pour les recherches, mais appuyer mes autres collègues qui sont là, ils ont dit qu'il faudrait effectivement l'engagement à tous les niveaux. Le paludisme, encore une fois, ne tue pas
parce qu'il commence par être simple. C'est un palud simple, on commence par ça. Et docteur Magassa a dit, et si pendant que vous doutez que vous êtes malade, allez-y au centre de santé, on fait le diagnostic, vous prenez tout de suite un médicament, vous allez guérir à 100%. Donc c'est un comportement aussi. Donc quand on a un comportement, il a dit, aujourd'hui les outils existent. Et quand ces outils sont utilisés, la prévention d'abord, et malgré si tu as une suspicion de paludisme, vous partez au centre, un diagnostic en 15-20 minutes, c'est fait, et on vous donne un médicament. On me fait signe que c'est la fin de cette émission. Le temps est parti, les 45 minutes sont terminées. Merci à nos invités. À la régie son et vidéo, il y avait Mamadi Keïta et Adjaratou Traoré. Les invités étaient Dr Mamadou Magassa du Programme national de lutte contre le paludisme, professeur Issaka Sagara du Centre de recherche Ogo Baradumbo, Dr Mamadou Bekoulibaly, pharmacien et biologiste, c'est pharmacien et biologiste, je peux dire ça comme ça, chercheur. Il y avait également Amadou Djarisso de la FENASCOM, Fédération nationale des associations de santé communautaire. À la régie son et vidéo, Mamadi Keïta et Adjaratou Traoré. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.